Écoutez, d'abord, merci beaucoup de votre accueil toutes ces journées, de ce colloque passionnant. D'ailleurs, c'est un défi pour nous, parce que la qualité des communications a été telle qu'il faut arriver à faire aussi bien que mes prédécesseurs. Je voulais vraiment féliciter Mario qui a organisé cette rencontre de main de maître. Et Marco, voilà, oh là là, ça y est, je me suis trompé. Voilà, ça c'est l'émotion, le tract. Mais comme disait Sarah Bernard, voilà, celui qui n'a pas de tract n'a pas de talent. Alors voilà. Et puis je voulais remercier Abigail qui nous a organisé tout ça aussi de façon de main de maître avec une très grande rigueur qui a été utile pour nous parce que sinon on n'aurait jamais réussi à traverser l'Atlantique sans elle. Et je vous remercie aussi d'avoir compris qu'il fallait des moutons noirs, c'est-à-dire des personnes qui soient ni italiennes ni québécoises, avec notre amie écossaise et moi-même, parce que vous avez tout à fait raison, il faut toujours pouvoir mettre les choses en perspective. Et donc, en l'espèce, je ne vous ai donc pas préparé de PowerPoint, puisque l'idée, c'était plutôt de réagir à certains aspects du colloque. Et je voudrais peut-être commencer par l'exposé magnifique de notre ami Enzo Migione, qui, dans l'ensemble de ce qu'il nous a montré dans sa synthèse extrêmement intéressante, a notamment évoqué le rôle de l'État dans le développement territorial, et éventuellement la capacité de l'État à améliorer les choses, parfois en citant le cas du Mezzogiorno. Voilà. Et donc, moi, ce que je voudrais vous montrer, c'est un exemple français où le rôle de l'État a quand même été important, même s'il n'a pas été le seul, à expliquer la réussite d'un développement territorial. C'est la raison pour laquelle il y a cette carte de France que je vous invite à bien regarder, parce que c'est une carte qui n'existe plus depuis que l'État français a décidé de fusionner un certain nombre de régions et donc de supprimer 9 régions. Donc, pour cette carte, je vous invite à regarder dans la partie gauche de cette carte, c'est-à-dire cette belle région de la Bretagne, et parce que je voudrais faire un peu une petite comparaison entre la Bretagne et le Mezzogiorno. C'est-à-dire que lorsque nous sommes dans les années 1950, la Bretagne, c'est le Mezzogiorno français, c'est-à-dire que c'est effectivement une région qui est en état de sous-développement. Et le résultat, c'est tout simplement que les Bretons s'en vont, quittent leur région qui n'a plus d'avenir, qui n'a plus de perspective et qui est dans une situation de sous-développement en termes d'infrastructures, puisque encore dans les années 1960, la seule région française qui n'a pas au moins 1 kilomètre d'autoroute, c'est la Bretagne. La seule région française qui n'a pratiquement pas de ligne ferroviaire électrifiée, c'est la Bretagne. Et le résultat, c'est qu'en particulier les agriculteurs et les pêcheurs sont extrêmement embêtés parce que même s'ils produisent, même s'ils pêchent des poissons, eh bien, ils ne sont pas du tout compétitifs parce que ces produits agricoles, pour simplifier, il faudrait pour une partie d'entre eux, aller les vendre dans le grand marché parisien, qui est quand même le cœur du système de redistribution des produits agricoles. Or, ça coûte beaucoup plus cher d'emmener ces produits agricoles de Bretagne à Paris que si vous êtes en Picardie et même si vous êtes en Belgique. Et donc, ils ne sont pas compétitifs. Et puis, les pêcheurs, ils ont beaucoup de difficultés à pouvoir vendre les produits de leur pêche, soit à Paris, soit chez nos amis britanniques. Et que va-t-il se passer? Eh bien, en fait, les manifestations vont se développer en Bretagne pour se plaindre de ce niveau de sous-développement
Et ceci va déboucher sur une décision de l'État qui s'appelle le plan breton, qui a été décidé donc en 1969. Et en particulier, dans ce plan breton, l'une des décisions importantes, ce n'est pas seulement de faire des autoroutes en Bretagne, alors qui s'appellent des routes 2x2 voies, mais enfin, je simplifie les choses, c'est surtout que les autoroutes, ils sont gratuites. Donc, du coup, c'est la seule région de France où vous avez l'équivalent d'autoroutes qui sont gratuites. Et puis, on va voir une importante électrification aussi en matière ferroviaire. Et puis surtout, ce plan breton va comprendre aussi la construction d'un port en eau profonde, précisément à Roscoff, au nord de la Bretagne. Et ça va permettre aux pêcheurs, aux agriculteurs aussi, mais d'aller vendre leurs produits en Angleterre, parce qu'il y a un système un peu particulier, c'est-à-dire que les Anglais aiment les poissons qui sont pêchés sur les côtes françaises, et les Français aiment les poissons qui sont pêchés sur les côtes anglaises. Ouais, ça, c'est les goûts culturels. Et donc, effectivement, ce pays d'émigration, donc de départ de ces populations, et notamment de ces populations jeunes, va au fil de tous ces changements devenir un pays d'immigration. Et je voudrais juste synthétiser que ceci est le résultat de tout un ensemble de facteurs. Bon, j'ai évoqué un premier facteur qui est la mobilisation des Bretons. Il faut évoquer, bien sûr, le rôle de l'État qui, finalement, a pris conscience de l'importance de cette mobilisation et va décider, par exemple, de diversifier l'économie bretonne en demandant à Citroën d'installer l'un de ses établissements à Rennes. Mais il faut ajouter aussi le rôle de la diaspora bretonne. Alors, quand je parle de la diaspora bretonne, je ne parle pas des Bretons qui sont partis habiter à l'étranger, je parle des Bretons qui sont partis à Paris, mais qui sont quand même amoureux de leur territoire, et certains d'entre eux, notamment dans le domaine des télécommunications, vont permettre que la Bretagne se diversifie et devienne un pôle important en matière de télécommunications. Il faut ajouter l'importance du changement de mentalité pour que la Bretagne développe une industrie touristique. C'est-à-dire que, je dirais encore dans les années 1970, les Bretons ne sont pas très accueillants pour les touristes. On ne peut pas dire qu'ils soient très souriants, qu'ils soient très cordiaux avec les touristes, qu'ils les caressent dans le dos. Et il y a vraiment eu un changement de mentalité que bon, j'ai eu la chance de constater, où les Bretons ont compris qu'effectivement, l'industrie touristique, ça pouvait être un atout pour eux. Ils sont devenus accueillants et ils ont changé les choses. Et puis, il faut insister sur l'entrepreneuriat local. C'est-à-dire qu'en fait, le développement de la Bretagne, même s'il a été facilité par les décisions de l'État, a été quand même largement un développement endogène, avec un certain nombre d'acteurs économiques et sociaux qui se sont mobilisés pour la développer. Je vais passer peut-être sur un certain nombre d'exemples, mais il est quand même intéressant de noter que le premier festival de France, qui s'appelle le Festival des Vieilles Charrues, est un festival qui a été créé et développé au centre de la Bretagne, dans un endroit complètement enclavé d'ailleurs. Il n'y a pas d'autoroute à proximité, ni de gare TGV, ni d'aéroport international. Mais pourquoi? Par la société civile, parce que ce festival repose sur le bénévolat, sur les bénévolats des Bretons qui l'organisent. On pourrait citer plus récemment parmi les Bretons qui ont été entreprenants Vincent Bolloré, dans la mesure où lorsque cet entrepreneur décide de créer un établissement pour fabriquer des outils pour l'automobile, il décide d'installer cet établissement à Quimper, c'est-à-dire au bout de la Bretagne. Vous le voyez d'ailleurs sur la carte là à gauche, ce qui peut paraître complètement aberrant, parce que la clientèle de cette entreprise, en réalité, c'est surtout la RATP qui se trouve à Paris. Donc, vous voyez le rôle de l'attachement au territoire. Donc, je voulais d'abord, dans un premier temps, évoquer ce point-là. Le deuxième point, et j'en viens à notre seconde conférence d'ouverture, c'est ce que nous a exposé Benoît Lévesque. Et en particulier,
il a évoqué le fait que la centralisation, c'était formidable parce que ça entraînait plus d'équité territoriale. Alors, c'est peut-être vrai au Québec. Je peux vous dire qu'en France, c'est exactement le contraire. C'est-à-dire la centralisation en France, c'est la mise en œuvre permanente de l'inégalité, des inégalités territoriales. C'est-à-dire que c'est le fait que le caractère centralisé du pays fait que l'État va décider de favoriser certains territoires par rapport à d'autres. Alors, je vais donner simplement quelques exemples. Par exemple, en matière financière, il faut savoir qu'un habitant d'une commune rurale est considéré comme un citoyen qui est 2 fois moins méritant qu'un habitant d'une grande ville. C'est-à-dire que la dotation financière de l'État est de moitié selon que l'habitant est en grande ville ou dans une commune rurale. Et plus généralement, toute la politique de ces dernières années a été une politique de déménagement du territoire. Là aussi, un seul exemple, le nombre de fonctionnaires de l'État n'a pas diminué en France. En revanche, l'État a pourtant fermé nombre de services publics dans le monde rural. Donc, ça veut dire qu'en fait, il a concentré ses fonctionnaires dans les villes les plus peuplées, et par contre, il a fermé des services de justice, des services de santé, des services en matière fiscale, par exemple, à la population. Et donc, le résultat de tout ceci, c'est qu'effectivement, on a en réalité des inégalités croissantes qui sont bien mises en évidence en matière de transport. Le dernier exemple, vous avez peut-être vu qu'il a été décidé dans la région Île-de-France de développer un nouveau mode de transport qui s'appelle le Grand Paris Express, un mode de transport dont les choix sont discutables, mais ce n'est pas l'objet de mon intervention d'aujourd'hui. Simplement, il faut préciser que pour ce mode de transport, l'État a fait en sorte de dégager 40 milliards d'euros. Et donc, ces 40 milliards d'euros qui sont déversés sur la région capitale, et plus précisément sur le cœur de la région capitale, et en même temps, c'est 0 € pour les autres régions. Donc, si vous voulez, si vous prenez un département comme la Creuse, dont la population est le 100e de l'Île-de-France, il devrait percevoir de l'État 400 millions pour améliorer son système de transport. Et combien il perçoit? 0. Bon, donc, en fait, on est en système d'inégalité. Alors, c'est un peu ce qui était expliqué ce matin par nos amis ou hier quand ils parlaient des problèmes qu'il faut ajouter de mur à mur, c'est-à-dire que ces inégalités sont également en matière de réglementation. Alors, en cette matière, il y a 2 éléments qu'il faut citer. Le premier élément, c'est la profusion des lois. Donc, vous êtes maire d'une commune, vous êtes bien obligé de vous informer des lois qui sont votées périodiquement concernant l'organisation territoriale de la France. Et bien, sachez que depuis 1990, la France a eu 31 lois de modification de son système territorial. Donc, en moyenne, 1 fois par an. Évidemment, chaque loi, ce sont des dizaines de décrets d'application. Donc, vous voyez comment ce système réglementaire, je dirais pour simplifier, et peut-être caricaturer un peu, si vous voulez, dans les grandes villes, ça ne pose pas trop de problèmes parce que les grandes villes, elles ont des fonctionnaires nombreux qui sont là pour étudier toutes ces lois et les problèmes d'application de ces lois. Dans les petites communes et même dans les moyennes communes, c'est impossible. Et ça, c'est d'un point de vue quantitatif. Et puis, il y a le problème de la réglementation d'un point de vue qualitatif, ce que vous appelez donc au Québec le mur à mur, c'est-à-dire en fait des lois qui fixent des normes semblables, comme si la France était un pays plat, dont les conditions climatiques étaient partout les mêmes et dont l'histoire géographique était exactement la même. Et donc, le résultat, c'est qu'on vous demande d'appliquer les mêmes normes dans des situations géographiques fondamentalement différentes que sont, par exemple, celles de l'Alsace ou de l'Aquitaine, où les conditions sont différentes. Donc, c'est dans ce contexte-là que nous avons, en fait, constaté ces dernières années une très forte recentralisation en France.
Vous rappelez, je vais résumer rapidement, vous me direz combien il me reste de minutes que je ne déborde pas. 5 minutes. 5 minutes. Bon, vous rappelez qu'en réalité, la France est un pays qui, au Moyen-Âge, parce que l'histoire est plus ancienne que celle du Québec, pardonnez-moi, a pratiqué la subsidiarité. C'est-à-dire qu'au Moyen-Âge, premièrement, et je vous invite à relire le livre de Max Weber sur la ville, eh bien, nous voyons une multiplication de chartes communales. C'est-à-dire que les communes obtiennent une autonomie de la part des seigneurs ou de la part des pouvoirs religieux. Il est intéressant de voir que c'est la même chose d'ailleurs en matière universitaire, c'est-à-dire que même si ça peut être un pouvoir religieux ou un seigneur ou un duc ou un roi qui crée une université, certes il la crée, mais après il la laisse se gérer tout seul. Il ne s'occupe plus du tout de la gestion. Donc il faut préciser qu'en ce qui concerne du moins la France, les universités sont beaucoup moins autonomes aujourd'hui, elles n'y sont pas du tout d'ailleurs, que ce qu'était leur autonomie au moment du Moyen-Âge. Donc, nous avons eu cette période d'autonomie communale. Cette autonomie communale a été évidemment remise en cause avec toute la centralisation sous le pouvoir absolu. Et puis, nous arrivons donc à la Révolution, et comme vous le savez, au moment de la Révolution, les Girondins sont battus militairement d'ailleurs par les Jacobins. Et donc, en fait, la France, après la Révolution, continue d'être un pays hyper centralisé, comme au moment de la monarchie absolue. Donc, je vous invite à lire, là aussi, Alexis de Tocqueville, l'Ancien Régime et la Révolution. Et donc, pour avoir une autonomie communale, il faut attendre une loi de 1884. L'autonomie communale en France ne recommence qu'en 1884. Vous voyez, très, très tardivement. Et pour que cette autonomie communale soit vraiment reconnue, il faut attendre la décentralisation de 1982. La décentralisation est effectivement un changement structurel que je n'ai pas le temps de développer. Simplement, il faut préciser que si cette décentralisation a réussi, elle n'a duré que 15 ans. C'est-à-dire que nous avons eu les 15 glorieuses de la décentralisation, mais à partir de 1998, les décisions de l'État sont toutes des décisions de recentralisation. Alors certes, ça peut vous étonner parce que quand vous lisez voilà, dans des encyclopédies, on va vous dire en 2004, il y a eu l'acte 2 de la décentralisation, sauf que l'acte 2 de la décentralisation, ça consiste par exemple à transférer des compétences aux communes, enfin aux départements, aux régions surtout, mais en leur donnant de telles règles de gestion des compétences décentralisées qu'ils n'ont pas de marge de manœuvre. Donc, c'est ce que j'appelle la décentralisation centralisée, qui évidemment ne conduit pas à une véritable décentralisation, mais au contraire à une recentralisation. Et c'est la raison pour laquelle, en particulier, j'avais évoqué le problème de l'arrivée des Gilets jaunes, même si je ne savais pas qu'ils allaient choisir l'intitulé Gilets jaunes. Et c'est la raison pour laquelle le taux d'abstention s'effondre en France, parce qu'avec cette recentralisation, les citoyens ne se comportent plus que comme des consommateurs de services publics qui ne savent plus très bien qui décide dans ce cadre-là. Alors, pour conclure, je voudrais livrer 3 réflexions par rapport peut-être à ce qui a été dit ce matin. Le premier élément, c'est ce qui a été évoqué en matière du risque de rente lié à l'éolien. Ça, c'est un phénomène que la France a fondamentalement connu, c'est-à-dire que toute la partie nord-est de la France, au moment de l'ère industrielle, donc en gros pendant un siècle, a été de très loin la partie de la France la plus riche. Mais en même temps, n'a pas anticipé qu'un jour, cette rente industrielle allait disparaître. Et donc, c'est la raison pour laquelle, pour simplifier, on est plutôt dans un système de France inverse, où c'est donc la moitié nord-est de la France qui est relativement appauvrie, alors qu'elle était longtemps la plus riche, et la moitié sud-ouest de la France qui aujourd'hui se développe. Un même phénomène que l'on connaît en Allemagne. Vous vous rappelez que les gens de la Ruhr, donc la région la plus industrielle de l'Allemagne, traitaient les gens de Bavière comme des cutéreux. Bon.
Mais la Ruhr n'a pas anticipé la fin de l'ère industrielle, et puis la Bavière a été innovante, et maintenant c'est la région la plus riche d'Allemagne. Donc, premier élément sur lequel il faut insister, c'est effectivement ces changements de dynamique territoriale liés à la fin de l'ère industrielle. Le deuxième élément, et c'était un point un peu critique par rapport à ce qu'a dit Bruno Paradis, parce qu'il a parlé du fait que les élus dans Québec, je termine, étaient un peu conservateurs. Ce n'est pas du tout le phénomène français. Le phénomène français, ce qui sauve d'ailleurs les territoires français, c'est l'implication des élus locaux, qui bien des élus locaux et des élus municipaux, dans leur territoire. Cette implication, elle est facilitée par un point, c'est qu'ils sont élus pour 6 ans, ce qui est quand même une durée qui permet effectivement de prendre un certain nombre d'initiatives. Et il faut insister sur un point très important, c'est que la qualité de la gouvernance territoriale n'est pas corrélée avec l'étiquette politique. Donc, vous pouvez avoir des maires communistes très mauvais, mais vous pouvez avoir des maires communistes très bons. Et pareil pour la droite, la gauche et toutes les... Alors, le dernier point sur lequel je voulais inviter, pour conclure, inviter votre réflexion, que je n'ai pas le temps de développer, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous sommes dans une situation territoriale complètement paradoxale. C'est-à-dire qu'en fait, nous avons des gouvernements de droite ou de gauche, parce que ce sont les mêmes hauts fonctionnaires qui font les mêmes 31 lois que j'ai évoquées tout à l'heure. Je pourrais vous citer les noms, que ce soit sous Sarkozy, sous Hollande ou sous Macron. Ce sont les mêmes, en réalité. Bon, ce paradoxe, c'est que nous avons des lois qui veulent concentrer la population de la France dans ses villes les plus peuplées, et nous avons des Français qui votent dans l'autre sens, c'est-à-dire qui recherchent des aménités, et qui, donc, en définitive, eux, veulent quitter les grandes villes. Et donc, pour bien illustrer ceci, je vous précise quand même que le solde migratoire de l'agglomération de Paris est négatif de 50 000 personnes par an, ce qui est absolument considérable. Parce qu'on croit le contraire souvent, dans la mesure où il y a l'arrivée des migrants internationaux, eh bien, malgré cette arrivée, nous avons un déficit de 50 000 personnes par an. Donc, nous sommes dans cette logique d'aménité, c'est-à-dire qu'on est passé dans une logique où la recherche d'emploi était quand même le critère numéro 1 dans le choix du lieu de domicile, à une période aujourd'hui où la recherche d'aménité est plus importante que le choix d'un emploi rémunérateur. Voilà quelques réflexions que je voulais vous livrer et je vous remercie de votre écoute.